Gigi les grandes gueules sur RMC Story. Nous sommes avec Jérôme Triomphe, avocat des parents de Vincent Lambert. Question Rose et d'un frère et d'une sœur. Et d'un frère et d'une sœur. Question Rose Améziane, Etienne Lemig. Rose. Alors, moi, je vais vous faire part d'abord de mon sentiment. Je n'ai pas vraiment d'avis sur la question même. Est-ce qu'il faut arrêter les soins? Est-ce qu'il faut les continuer? Je pense que c'est très complexe. Vous parlez de médecins, il y en a qui ont dit, qui ont prôné l'arrêt des soins, sinon on n'en serait pas à cette situation. Et je vais vous dire ce qu'on ressent, nous, de l'extérieur, parce que... moi, ça m'a profondément choqué, votre réaction à la suite. J'entends que vous êtes exalté, que c'est à la suite d'un combat. Ouais, mais je trouve que c'est indécent. Heureux d'avoir sauvé la vie d'un homme, vous voyez. Ouais, d'avoir sauvé la vie d'un homme et d'avoir fait respecter ses droits fondamentaux. Si on peut juste vous parler, vous répondre, c'est le principe de l'échange, en fait. Merci. Moi, ce qui me gêne, en fait, vous dites que vous avez sauvé un homme, sous-entendant que les médecins ont envie de l'assassiner. Et cette vision des choses de l'extérieur. Oui, ils veulent le tuer. Assassinat. Ils veulent provoquer leur mort. Non, parce que Rose a un peu employé le verbe assassiner. Dans quel but? C'est pas dans quel but? C'est pour quelle raison? Parce que ils ont posé un jugement sur le sens de sa vie. Tout simplement. Et c'est la raison officielle. C'est la raison officielle qui avait été invoquée. Comment on peut penser que des médecins qui soignent et qui sauvent des vies constamment aient envie de s'acharner sur Vincent Lambert en voulant le tuer? Moi, pour ma part, je ne partage pas. Alors, je vous l'ai dit, je suis pas médecin. Je ne fais pas non plus de l'idéologie. Je trouve que c'est une question très sensible. Je partage et la douleur des parents de Vincent Lambert et la douleur de sa compagne. On est un peu pris en otage parce que on ne sait pas vraiment. Voilà, c'est-à-dire qu'humainement c'est compliqué et à voir et à regarder, c'est profondément gênant. Mais ça, je comprends. Et moi, votre joie, elle m'a gênée, elle m'a choquée. Je ne pense que je ne suis pas la seule et que j'entends que vous avez envie de sauver la vie de Vincent Lambert, sauf que votre réaction, je pense qu'elle vous dessert plus qu'autre chose. Maintenant, sur le sujet, cette affaire, elle n'a d'intérêt qu'une seule chose, c'est peut-être d'ouvrir réellement le débat sur l'euthanasie, si c'est vraiment une question qui est importante pour la société française, parce que j'espère que d'autres n'auront pas à vivre cette situation médiatique où le cas de Vincent Lambert, moi la vidéo m'a choqué de voir le visage de Vincent Lambert, d'entendre ses parents crier leur désespoir, le voir pleurer. C'est hautement indécent, hautement gênant, c'est ultra. Ils instrumentalisent son corps. Et c'est pour ça que je suis gênée. Alors, et que je n'arrive pas à prendre parti. Je comprends. Je comprends. L'IVG, on verra. Non, mais je comprends. Maître Triomphe. Je comprends. La vidéo qui a été publiée sur le site Valeurs Actuelles. Depuis 6 ans, Vincent est présenté dans les médias, je ne dis pas de mauvaise foi, mais c'est le message qui est passé et que l'ensemble de l'opinion publique croit. Y compris des gens qui seraient favorables à ce qu'on préserve sa vie. Ils sont persuadés que Vincent est un légume branché à des machines, en quelque sorte en état de mort cérébrale, ce qui n'est pas vrai. Et quand cette vidéo a été publiée, moi je l'ai montrée à la cour d'appel de Paris. Et je leur ai dit, voyez, ce garçon, Vincent, dont je défends la vie depuis 6 ans, on le présente comme un légume qui sera en état de mort cérébrale en réalité, et Vincent pleure. Vincent pleure parce qu'on ne le voit pas bien sur la vidéo, mais il y a des larmes qui coulent. Il pleurait déjà en 2013 quand il était en train de mourir. C'est les 2 seules fois où on l'a vu pleurer. Et il pleurait, et moi je n'ai jamais vu de légumes pleurer. Non mais vous monsieur Marchal, je vous vois, mais il pleurait. Parce que les avis... Les médecins disent que ces larmes, ce ne sont pas des larmes d'émotion. Vous savez qui dit ça? C'est Devalois. C'est Bernard Devalois qui dit « J'ai refusé de voir cette vidéo parce que c'est indécent de l'avoir publiée ». Et il nous explique ce qu'il y a dans cette vidéo. Mais monsieur Devalois, lui, c'est quelqu'un qui se bat depuis 2005 pour qu'on puisse justifier l'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation. La question qui se pose en réalité, parce qu'il faut bien parler de Vincent. Vincent n'est pas en état de mort cérébrale. Vincent, il se réveille le matin, il s'endort le soir. Moi, je l'ai rencontré.
je l'ai rencontré, j'ai vu plusieurs vidéos de lui. Il réagit auprès de ses proches. Alors attention, il est en état de conscience altéré. C'est une situation humainement terrible, bien sûr, mais il a besoin que d'une seule chose. Il n'est pas branché à une dialyse, il n'est pas branché à un respirateur artificiel, il n'est branché à rien. Il a besoin que d'une seule chose, c'est qu'on lui donne à boire et à manger, certes par le biais d'une sonde gastrostomique, mais qui est d'une banalité affligeante dans les hôpitaux. Il y a des gens qui ont une vie active, qui ont une sonde gastrostomique parce qu'ils ne peuvent pas manger pour éviter les fausses routes, etc. C'est la question irréversible, monsieur, qui est en... Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans qu'il est dans cet état. Ça fait 10 ans. Non, ce n'est pas vrai parce que il a été diagnostiqué. Vous savez, selon les moments et la manière dont on le prend en charge. C'est pour ça qu'il faut qu'on parle du transfert. Ces patients-là, si vous ne les stimulez pas, ils vous répondront pas, ils n'auront aucune réaction vis-à-vis de vous. Mais je réponds, monsieur Liebig, c'est important ce que vous dites. Vous dites son état est irréversible. Mais si demain vous passez sous un train et que vous faites trancher les jambes, vous retrouvez un fauteuil roulant avec un état irréversible. Et c'est ça la question. Est-ce que l'irréversibilité d'un état justifie que on c'est la provoque question de l'état de conscience, c'est pas la question alors, de... oui, alors dans ce cas-là, mais monsieur Liebig, j'entends votre... Qu'est-ce que la vie Mais alors qu'est-ce que la vie? J'entends votre objection, mais il y a des régimes qui se sont posés de savoir quelle était la vie. Je vous rappelle que le programme Action T4, il consistait dans l'Allemagne hitlérienne à se débarrasser des handicapés mentaux. Non mais attendez, parce que on considérait que mais c'était la réponse de monsieur Liebig. Alors à ce moment-là, attendez, mais parce que leur vie n'avait aucun sens. Je vais vous poser c'est la même chose. Voilà. Puisque vous êtes sur ce plan-là, moi j'ai l'impression que les gens qui défendent la vie de Vincent Lambert à tout prix sur un plan idéologique et dogmatique, comme ceux qui sont d'ailleurs les mêmes qui sont contre l'avortement, n'en ont rien, par exemple, à foutre des 17 000 migrants qui sont morts en mer Méditerranée, par exemple, et que la vie, alors est-ce que la vie ne vaut que à cause de la couleur de peau? Est-ce que ça a un rapport avec ça? Parce que moi j'ai ce sentiment-là, c'est que la vie de tout le monde n'est pas égale. Mais bien sûr que oui, qu'elle est égale. Je les ai entendus aussi accuser les bateaux qui vont en Méditerranée de participer. Moi je suis avocat, vous savez, moi je défends les hommes. Moi je défends les hommes, moi je défends des êtres de chair et de sang. Et derrière chaque situation, je vois des souffrances, je vois des vies brisées, cabossées, et je vois des êtres de chair et de sang. Mais dites-moi, vous parliez des migrants, aujourd'hui tout le monde tombe sur l'histoire de la vidéo qui a été publiée, les images de l'IS, etc. Mais je constate que quand il s'agissait de montrer les images du malheureux petit Elan sur une plage de Turquie, personne n'était choqué qu'on montre les images du malheureux petit Elan sur une plage de Turquie. Et c'était un petit enfant mort, et c'était dramatique. Et c'était dramatique. C'est pas comparable. Mais je vais... mais donc l'objectif c'est de bien choquer. Mais pas du tout. Donc non, l'objectif pas c'est du de tout. faire D'abord, du c'est pas mon objectif parce que moi je veux dire, j'avais autre chose à faire qu'à publier une vidéo. J'étais en plein recours. Je vais vous faire comprendre qu'en sautant de joie, vous avez manqué de respect à Vincent Lambert. Eh bien non, moi je dis qu'en manifestant notre joie, nous avons manqué de respect. Vous savez, ceux qui lui manquent de respect, c'est ceux qui veulent le tuer en prétendant que c'est un légume branché à l'émission. Vous avez prouvé que votre cause dogmatique passait au-dessus de la vie de Vincent Lambert. Mais elle n'est pas dogmatique. Vous savez, tous ceux qui nous soutiennent, il y a de toutes les catégories sociales, de toutes les religions, il y a qui n'ont aucune religion, et ils se battent. Vous savez, dans ces unités spécialisées, on s'occupe de ces patients avec un amour, un dévouement incroyable, et il n'y a aucun dogme là-dedans. Vous savez, je peux vous poser une question. Alors pourquoi si Vincent Lambert avait écrit un testament, une directive anticipée, il n'y a pas d'affaire Vincent Lambert. Vous savez, c'est certain. Vous êtes favorable aux directives anticipées? Non, j'y suis très défavorable pour une raison. Je vais vous dire pourquoi. Non, mais Dieu qui décide. J'entends qu'on glousse derrière, mais si on veut avoir un débat raisonnable, il faut qu'on puisse en parler. Les directives anticipées, c'est quoi? C'est le fait de dire aujourd'hui, dans ma situation, je ne veux pas me retrouver dans un fauteuil roulant. Mais vous savez, ce qui fait que dans une société, on raisonne intelligemment, c'est l'expérience. Et l'expérience, il faut la demander aux services de soins palliatifs, aux médecins, aux soignants. Tous vous diront, attendez, tous vous diront la chose suivante. Toutes les personnes qui disaient je ne veux pas vivre de manière diminuée, etc. Et au bout du compte, quand ils se retrouvent dans la situation qu'ils ne voulaient pas, eh bien alors je vais vous dire, vous savez, il y a eu, bien sûr. Moi j'ai vécu exactement des situations inverses et je peux vous dire que peut-être vous n'êtes pas passé par cette expérience qui est assez pénible de devoir faire un choix sur un parent, sur une maman ou sur un père qui est à l'hôpital et au moment où on discute avec le médecin, parce qu'on peut continuer de prolonger sa vie artificiellement et on peut. Et alors évidemment quand on est un
enfant, on se dit bah oui. Et quand on est obligé de prendre la décision, qu'on est seul à la prendre en face du médecin et qu'on dit bah oui, allez, cette fois, allez, on y va, on lui fait la picouse qui va permettre de partir calmement. À un moment, on la prend cette décision. On y passera tous, hein, parce que c'est une décision extrêmement pénible. Et ben peut-être vous n'y êtes pas passé, parce que j'ai accompagné des proches dans la mort. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. J'ai encore la chance d'avoir mes parents, mais j'ai accompagné les morts dans la proche et je sais ce que c'est. Je comprends ce que vous dites, Monsieur Liebig, sauf que la loi, ce n'est pas du tout ce qu'elle dit. Aujourd'hui, il y a une violence inouïe qui vient de la loi Leonetti. Ce sont plus les proches qui décident. Décision difficile, hein, j'entends bien, de dire. Et puis l'acharnement thérapeutique, on est évidemment tous contre sur ce plateau. Il est évident qu'on ne va pas s'acharner à maintenir en vie une personne qui est en fin de vie et la faire souffrir inutilement. Nous sommes tous contre la souffrance. Moi le premier. Moi j'ai fait mes directives anticipées. Je ne veux pas souffrir, mais je ne veux pas qu'on me tue. Et on vous a avez tous fait vos directives anticipées. Ah, je les ai écrites. Je les ai écrites. Je suis un des rares à les avoir écrites parce que quand je vois la manière dont ça se passe, je ne veux pas qu'on me fasse mourir de faim et de soif. Je ne veux pas. Ah ben non, mais ça c'est votre choix, monsieur. Mais je ne veux pas rester comme ça allongé sur un pieu. Donc ça marche dans les deux sens. Bien sûr. Mais vous savez, ce qu'on attend des directives anticipées, comme Mme Buzyn dit, rédigez vos directives anticipées. En réalité, toutes les personnes qui appellent la DMD, qui rédigent leurs directives anticipées, c'est en fait pour qu'on puisse accélérer leur mort le moment venu, parce que il y a plus de, parce qu'on est dans l'émotion de l'instant et c'est ça. Non, c'est un vrai problème. On est aujourd'hui dans le progrès de la science. Le problème, c'est que le progrès de la science. Alors c'est vrai. Pose une question. Non, mais ça c'est un autre problème. Je suis d'accord. Le problème c'est la réanimation. Mais non, encore de la vie. Non, parce que vous savez, le problème c'est la réanimation. Mais aujourd'hui, avec les débats qu'on a là, c'est les réanimateurs qui vont dire ah bah tiens on va faire le tri. Ils le font déjà. Mais c'est vrai. Très hypocrite. Vous le savez. Mais c'est un problème. Se pratique déjà, mais d'une façon. Non, mais ce que je veux dire. Vous savez aujourd'hui. Non mais aujourd'hui, vous réanimez quelqu'un sur le bord de la route. Vous allez en sauver 9 et puis il y en a un qui va se retrouver effectivement cérébro-lésé en état de conscience altérée. Mais est-ce que ça veut dire que les 9 autres qui ont été sauvés, il ne faudra plus les sauver parce que monsieur. Non, mais c'est un vrai choix de société. C'est une situation irréversible. Et alors quand je vous dis, vous croyez au miracle? À titre personnel, oui, mais pour Vincent Lambert, je ne suis pas certain qu'il puisse effectivement évoluer sur un plan médical. C'est possible. Mais l'irréversibilité de ces lésions, elles sont réelles. Quoique, d'ailleurs, la science n'est pas aussi claire que ça, parce qu'elle dit, en fait, on sait depuis 10 ans qu'il y a un phénomène de plasticité cérébrale. Comment Vincent Lambert là? Écoutez, comme tous ces patients, en étant pris en soins, en charge, vous savez, ces patients, tous nos spécialistes le disent, si Vincent avait voulu mourir, parce qu'on lui impute une volonté, c'est ça qui est dramatique aussi, on dit il aurait voulu mourir. Si Vincent avait voulu mourir, il serait mort la première fois en 2013. Il est resté 31 jours sans alimentation et avec 20 centilitres d'eau, c'est-à-dire ça, 31 jours sans alimentation, il n'en est pas mort. Et l'ensemble des spécialistes qui les prennent en charge au quotidien disent c'est pas compliqué, c'est incompatible avec une volonté de mort, c'est une pulsion de vie qu'il a, parce que nos patients, s'ils se laissent aller, ils meurent en quelques jours, voire quelques heures, sans signe intercurrent. Maître Triomphe, vous avez évoqué le transfert de Vincent Lambert dans des unités spécialisées, parce que vous considérez qu'il est... Ça fait 6 ans qu'on le demande. Voilà, handicapé, mais... C'est vrai qu'il n'a rien à faire dans un soin palliatif, il n'y a pas de soins palliatifs. Voilà. Mais ça, c'est vrai que ça le donnerait... Justement, je veux savoir... Qui a la main sur cette décision de transfert? Parce que je comprends que vous représentez une partie de la famille, mais son épouse est peut-être opposée. Et c'est la tutrice légale. Donc justement, qui a la main? L'épouse est mariée, veuve ou célibataire? Non, elle est mariée. Non. Donc, contrairement à ce que disent certains qui le traitent comme un mort. Elle n'a pas de statut. Elle est mariée. Elle est mariée également. Bien sûr. Alors, qui a la main sur le transfert? D'abord, une précision. Ça, c'est l'expérience unanime de tous les spécialistes des patients comme Vincent, qui disent c'est des situations qui sont humainement tellement difficiles que vous avez une épouse, elle va pendant 5 ans s'en occuper et puis elle va s'éloigner. Personne ne lui jette la pierre, personne ne lui reproche quoi que ce soit. Et nous l'avons toujours dit, nous l'avons toujours plaidé et elle le sait. Et on ne porte aucun jugement. On comprend très bien qu'une épouse puisse vouloir refaire sa vie. Je ne sais pas si c'est le cas, mais même si c'est le cas, personne ne peut le lui reprocher. Vous l'induisez.
Non, parce que je n'en sais rien. Eh bien, mais elle a refait sa vie. Elle est partie en Belgique. Oui, mais un petit shoot quand même. Mais non, parce que nous l'avons. Mais non, mais je vous le dis sincèrement et vraiment du fond du cœur, nous ne lui avons jamais fait le moindre reproche. Je vais vous dire pourquoi. Parce que derrière, c'est l'expérience unanime. C'est des parents qui prennent le relais, un frère, une sœur, et ce sont des aidants familiaux. Et en fait, ce sont des aidants familiaux qui peuvent être épuisés à un moment. Transfert. Aujourd'hui, Rachel Lambert a été nommée tutrice. C'est une. Vous le contestez ? Ah ben nous le contestons parce qu'en réalité elle n'a rien fait pour essayer d'obtenir ce transfert. Si ce transfert avait eu lieu, et il aura lieu, parce qu'aujourd'hui c'est plus possible. Pourquoi il aura lieu? Tout simplement parce que la Cour d'appel a sévèrement condamné la France en disant vous avez violé les droits fondamentaux de Vincent Lambert. Elle a sévèrement condamné par contre-coup le CHU et le docteur Sanchez. Et aujourd'hui ils n'ont plus aucune crédibilité, aucune légitimité. Et puis je vais vous dire aussi autre chose. Il y a une ambiance qui est devenue détestable dans le service. Il y a des aides-soignants, des infirmiers, des médecins qui ont pris leurs vacances cette semaine parce qu'ils ne voulaient pas être complice de ce qui allait se passer. Et donc aujourd'hui, Vincent, il a le droit à quoi? D'abord, Vincent, il est vivant, il doit continuer à être alimenté, hydraté, mais pas que dans les unités spécialisées. Qu'est-ce qu'on fait? On leur donne un projet de vie. Parce que Vincent, qu'est-ce qu'il est? Il est allongé sur un lit, à regarder le plafond de sa chambre toute la journée, enfermé à clé, avec un babyphone qui le surveille, une caméra qui le surveille, et un hublot pour pouvoir jeter un œil de temps en temps. Il existe des unités pour accueillir et dans ces unités, que fait-on? On leur donne un projet de vie. Si le patient aimait le rugby club de Toulon, et ben qu'est-ce qu'on fait? On l'emmène à Toulon un week-end et on le met. Il est transportable, Vincent Lambert? Bien sûr. Mais ça ne pose aucune difficulté, bien sûr. Alors pourquoi les médecins voudraient le tuer? Donnez-nous une raison. Écoutez, je l'ai dit, c'est parce qu'à un moment, d'abord parce qu'il n'est pas dans le bon service. Attendez, ne me laissez pas, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis simplement qu'il est soigné par un gériatre dans un service de soins palliatifs. Monsieur Truchot, vous le disiez très justement. Un service de soins palliatifs, c'est 15 jours de séjour. On y accompagne les patients vers la mort avec beaucoup d'humanité. Et ça fait 7 ans qu'il est là. Ça fait 7 ans. En fait, le problème numéro 1 de cette affaire, c'est qu'il n'est pas en fin de vie. Il n'est pas en fin de vie et on veut provoquer sa mort. C'est ça le problème. Et moi, je dis qu'on ne se bat pas pour un mort vivant. On se bat pas pour un mort en ceci. On se bat pour un être humain qui a des réactions, qui a des relations même infimes, même minimes avec ses proches. Et nous nous battons en fait pour que notre société reste humaine. C'est important. Merci Maître Triomphe d'être passé par le grand oral. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous.